Bonsoir. Le Sénat tente de mettre au jour les problèmes internes qui ont rendu possible les attaques du 6 janvier. La garde nationale, le FBI et des fonctionnaires du Pentagone ont témoigné mercredi. Le chef de la garde nationale de Washington explique pourquoi le déploiement a été retardé. Il y a eu un retard de 3 heures dans l'envoi des troupes de la garde nationale au Capitole lors de son assaut le 6 janvier dernier. Ce retard était en partie dû à la communication au sein de la chaîne de commandement. À 13h30, le chef de la police du Capitole a demandé de l'aide au Capitole. L'approbation de la demande du chef Soon devait finalement venir du secrétaire à la Défense par intérim et m'être relayée par les hauts responsables de l'armée à 17h08, soit environ 3h19 plus tard. Le chef de la garde nationale de Washington dit que le 5 janvier, le secrétaire de l'armée a envoyé un mémo lui demandant de soumettre un concept d'opération avant l'emploi d'une force de réaction rapide. Le chef dit qu'une telle directive est inhabituelle. La lettre du 5 janvier que m'a adressée le secrétaire de l'armée m'a empêché d'utiliser une force de réaction rapide. Cela signifie que le Pentagone était responsable en dernier ressort de la décision de déployer la garde nationale. Selon Robert Salesses, fonctionnaire du Pentagone, le secrétaire à la Défense a pris le temps de comprendre quelle serait la mission des gardes avant de les envoyer. Salesses souligne que le nouveau secrétaire à la Défense, Christophe Miller, marchait sur des œufs. En effet, le déploiement de la garde nationale aux réponses aux émeutes de l'été dernier avait fait l'objet d'un examen minutieux. Ça a mené à cette réaction où nous allons être plus prudents. Nous allons mettre certaines contraintes sur comment nous déployons les gardes par rapport à avant. Est-ce correct? C'est correct, sénateur. C'est exactement ce qui s'est passé. Souvenez-vous que nous avions un nouveau ministre, le ministre Esper est parti, le ministre Miller est arrivé. Il était au courant des événements. Il voulait prendre les décisions à son niveau. Le sénateur Josh Hawley affirme que l'utilisation de la garde nationale s'est politisée au cours de l'été dernier, entraînant des répercussions lors de l'attaque du 6 janvier. C'était une réaction politique aux événements de cet été. Et cette réaction a conduit à des contraintes sur le déploiement des gardes qui s'est révélé finalement être dangereux le 6 janvier. Pendant l'audition, un fonctionnaire du ministère de la Sécurité intérieure a averti qu'une autre attaque contre le Capitole était prévue pour le 4 mars. Nous avons publié hier soir un rapport, rédigé en collaboration avec le FBI, sur les extrémistes qui discutent de la question des 4 et 6 mars. La garde nationale est toujours déployée au Capitole et prête à riposter à toute tentative de violence si elle a lieu. Le Parlement vote une loi visant à réformer en profondeur le processus électoral. Le projet de loi HR1 comprend 800 pages qui proposent d'apporter de grands changements aux élections américaines. HR1 avait été adopté par la Chambre lors du dernier congrès, mais avait rencontré de l'opposition au Sénat contrôlée alors par les républicains. Maintenant que la Chambre et le Sénat sont contrôlés par les démocrates, les partisans cherchent à faire passer ce projet de loi. Les démocrates appellent cela une loi pro-démocratique et anticorruption. HR1 est une législation audacieuse et transformatrice qui lutte contre la suppression d'électeurs, favorise l'accès au scrutin, lutte contre l'argent en politique et apporte la transparence au peuple américain. Mais certains républicains critiquent cette loi comme étant pour les politiciens et non pas pour le peuple. L'ancien vice-président Mike Pence a qualifié le projet de loi d'inconstitutionnel, imprudent et antidémocratique dans son premier article d'opinion depuis qu'il a quitté ses fonctions. Ce projet n'est pas conçu pour protéger votre vote. Il est conçu pour mettre tous les États à la même échelle et de garder les zones d'ombre, des zones d'ombre. Qu'y a-t-il exactement dans ce projet de loi? Certaines de ces propositions font en sorte que vous ne puissiez pas demander l'identification de l'électeur lors des élections. Il permet aux gens de s'inscrire pour voter et de déposer leur bulletin de vote le même jour, autorise les électeurs à voter en dehors de leur circonscription et interdit les signatures de témoins ou la légalisation des bulletins de vote par correspondance. Les partisans de ces mesures affirment que l'extension de ces mesures redonne le pouvoir au peuple car tout le monde a un accès légal au vote. Le juriste Jack Smith s'oppose à l'idée que ce projet de loi lutte contre la suppression des électeurs. Il affirme que l'identification des électeurs n'est pas une question de suppression, elle est déjà nécessaire dans presque tous les domaines de la vie. Je rejette l'idée que cette mesure vise à priver quelqu'un de son droit de vote ou à rendre le vote plus difficile, alors qu'en réalité, un grand nombre de ces mesures de bon sens et d'intégrité électorale sont conçues pour contribuer à rétablir la confiance que nous pouvons tous avoir dans le processus électoral. Selon M. Smith, ce projet de loi radical semble être motivé par des raisons politiques. Je pense que les mesures qui sont poussées en ce moment à des fins politiques, cela ressemble à un calcul politique. Selon Smith, on peut s'attendre à ce que HR1 soit adopté par la Chambre, mais elle risque de rencontrer à nouveau des problèmes au Sénat.
Le procureur général de l'Arizona a expliqué pourquoi la Cour suprême devrait faire respecter les lois électorales de l'État. Il a déclaré que ces lois garantissent l'intégrité des élections et espère que le reste du pays s'efforcera également d'atteindre cet objectif. Le procureur général de l'Arizona, Mark Norvich, a demandé à la Cour suprême de reconnaître que les lois électorales de son État sont conformes à la loi sur le droit de vote. Il a déclaré que les lois ont été conçues pour empêcher des situations comme le vote hors circonscription et la collecte des bulletins de vote, facteur de fraude électorale. La Convention nationale démocrate accuse les lois d'être discriminatoires envers les minorités, mais le procureur général dispose de certains outils dans son arsenal juridique. Je pense que ce sont tous des développements positifs, donc, vous savez, j'espère en toute confiance que la Cour suprême va prendre la bonne décision. Le procureur général fait notamment remarquer que l'administration Biden a envoyé une lettre à un tribunal de district disant que les lois électorales de l'Arizona étaient conformes au droit de vote. Il y a aussi la commission bipartie sur la réforme des élections fédérales présidée par l'ancien président Carter qui a constaté que les bulletins de vote par correspondance restent la plus grande source de fraude électorale potentielle. Il a déclaré que la garantie de l'intégrité des élections n'était plus une question bipartisane. C'est malheureux car tout le monde devrait avoir confiance en nos élections. Et je pense qu'en tant que fonctionnaire, il n'y a pas de plus grande priorité que le maintien de l'intégrité de nos élections. Selon Norvich, l'état de droit signifie défendre les lois adoptées par le corps législatif. Il a ajouté que les lois électorales de l'État de l'Arizona visent à garantir des élections justes et ordonnées. Je pense que des élections libres et équitables sont la pierre angulaire de notre système de gouvernement, et je vais faire tout ce que je peux pour protéger l'intégrité de nos bulletins de vote. Les arguments de Norvich arrivent quelques jours après qu'un juge de l'Arizona ait décidé dans une autre affaire que les législateurs de l'État ont le droit d'accéder aux 2,1 millions de bulletins de vote déposés dans le comté de Maricopa. La commission de surveillance de la Chambre des représentants soumet une nouvelle requête concernant les documents financiers de Trump, alors que la Cour suprême a récemment autorisé le procureur de Manhattan à accéder à ses dossiers fiscaux. Cette assignation demande la mise à disposition de 8 ans de documents financiers avant le 11 mars. La première citation contre le cabinet d'expertise comptable de Trump, Mazars USA, remonte à avril 2019. Mais elle a expiré avec le nouveau Congrès. Les avocats de l'ancien président affirment que la Chambre cherche à harceler l'ancien président, à exposer des affaires personnelles et à agir au-delà de son autorité. Selon la présidente de la commission parlementaire, les refus de Trump de divulguer ses avoirs financiers ont montré des lacunes dans la loi. Il pense que cette requête aidera à y remédier. Plus de 100 migrants clandestins au Texas ont été testés positifs au virus. Désormais libres, ils se déplacent dans différentes régions du pays. Cela a été rendu possible par la nouvelle politique d'arrestation et de libération qui n'exige plus de résultats de tests négatifs. Un mois s'est écoulé depuis que le président Biden a supprimé la politique du président Trump qui interdisait la libération des migrants incarcérés. Désormais, les migrants qui traversent illégalement la frontière sont relâchés aux États-Unis avant d'être testés pour le Covid. Et c'est donc les communautés situées le long de la frontière qui effectuent elles-mêmes des dépistages après leur libération. Felipe Romero, un porte-parole de Brownsville, Texas, a déclaré à Fox News que 108 migrants ont été testés positifs par le virus depuis le 25 janvier. Cela représente environ 6,3% du total des sans-papiers testés à la gare routière de la ville frontalière. Romero a déclaré à Fox News que la ville ne disposait pas de l'autorité nécessaire pour empêcher les migrants dont le test de dépistage du virus est positif de voyager, bien qu'il leur soit conseillé de se mettre en quarantaine et que les installations soient disponibles. Mais un certain nombre d'immigrés clandestins dont le test s'est révélé positif à la gare routière prennent des bus pour se rendre dans d'autres régions des États-Unis. Plusieurs d'entre eux ont fait part de leur projet à une chaîne de télévision en langue espagnole. Myriam Izaguirre du Honduras a déclaré à la chaîne le 2 mars « Nous avons été testés pour le Covid et ils ont séparé environ 8 d'entre nous parce que nous étions positifs. Nous attendons pour le moment, a-t-elle dit, alors qu'elle attendait de prendre un bus pour Houston. Certains ont dit à la chaîne qu'ils prévoyaient de se rendre dans le New Jersey et le Maryland. Eva Orenala leur a dit qu'elle prévoyait d'aller en Caroline du Nord après avoir été testée positive. Elle leur a répondu « Pendant le voyage, nous portions un masque constamment, du gel, nous nous lavions les mains. » La politique migratoire de Biden a fait l'objet d'un examen minutieux de la part des républicains et des démocrates. Donc vous voulez parler de limiter les voyages dans des États comme la Floride à cause de Covid. Mais vous n'allez pas tester ces individus qui traversent la frontière, ils sont en groupe considérable.
Le représentant démocrate Vincent Gonzalez dit que la politique de Biden envoie un message à l'Amérique centrale. Je peux vous assurer qu'il ne faudra pas longtemps avant que des dizaines de milliers de personnes se présentent à la frontière, et ce sera catastrophique. Mardi, 13 personnes ont été tuées dans un accident de voiture alors qu'elles tentaient de traverser illégalement la frontière sud de la Californie. 10 d'entre eux ont été identifiés comme étant des citoyens mexicains. Au total, 44 personnes ont tenté de franchir la frontière, 19 étaient entassées dans une Chevrolet Suburban et 25 dans une Ford Expedition. On pense qu'elles faisaient partie d'une opération de trafic d'êtres humains. L'administration Biden annonce son agenda en matière de politique étrangère. Son secrétaire d'État a 8 priorités et a pointé du doigt la Chine communiste. Le secrétaire d'État Antony Blinken a présenté les priorités de Biden en matière de politique étrangère, arrêter le virus du PCC, lutter contre la crise économique, promouvoir la démocratie à l'étranger, créer un nouveau système d'immigration, s'engager avec d'autres pays, combattre le changement climatique, maintenir l'avance technologique américaine et traiter avec la Chine communiste. Voici notre plan. Premièrement, nous allons arrêter le Covid-19 et renforcer la sécurité sanitaire mondiale. La Chine communiste est pointée du doigt, les relations entre les deux pays constituant le plus grand test géopolitique du siècle. Si la Russie et l'Iran posent aussi des défis, Blinken affirme que le régime communiste est différent. La Chine est le seul pays qui possède la puissance économique, diplomatique, militaire et technologique nécessaire pour défier sérieusement le système international stable et ouvert. Toutes les règles, les valeurs et les relations qui font que le monde fonctionne comme nous le voulons. Que fera donc l'administration Biden pour relever ces défis? Selon Blinken, les relations entre les deux pays peuvent être à la fois compétitives, collaboratives et conflictuelles. Notre relation avec la Chine sera compétitive si nécessaire, collaborative si possible et conflictuelle si nécessaire. Le dénominateur commun est de s'engager avec la Chine en position de force. Au sujet de la création d'un système d'immigration plus efficace, les remarques de Blinken ressemblent étonnamment aux politiques de Trump. Des frontières solides sont fondamentales pour notre sécurité nationale, et les lois sont le fondement de notre démocratie. Blinken veut travailler avec les pays d'Amérique centrale pour s'attaquer à la crise des migrants. Au cours des 4 dernières années, Trump a conclu des accords de coopération avec les pays d'Amérique centrale et a renforcé son engagement avec le Mexique, notamment sur la politique d'attente au Mexique. Le gouverneur du Texas annonce que son État rouvre à 100%. Il dit qu'il supprime toutes les restrictions imposées aux entreprises par le virus du PCC, y compris l'obligation du port du masque. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, déclare qu'il est temps de rétablir une vie, des conditions de vie normales pour les Texans. Le nombre de décès et d'hospitalisations a diminué et les indicateurs sont rassurants. Selon le gouverneur, 7 millions de Texans seront vaccinés d'ici la fin de la semaine, dont la moitié des personnes âgées. Le Texas fait partie du nombre croissant d'États qui assouplissent leurs restrictions. Mais selon la directrice du CDC, le Dr Rachel Walensky, il est encore tôt pour assouplir les mesures. Elle affirme que les améliorations sont au point mort avec 70 000 cas et 2 000 décès par jour. Lors d'une conférence de presse lundi, elle a déclaré, je cite, « À ce stade, avec la multiplication des variants, nous risquons de perdre complètement le temps durement gagné. » Un restaurateur du Texas se dit heureux d'ouvrir, mais certains de ses clients apprécient les mesures barrières. Il y a une partie de mes clients qui aiment ce que nous faisons ici. Nous avons toutes nos tables réparties à une certaine distance, ce qui les met à l'aise. Le gouverneur Abbott comprend que le Covid est toujours une menace, mais aussi que les Texans connaissent les moyens de se protéger. C'est le cas de notre restaurateur. Je vais continuer à prendre toutes les mesures de sécurité que nous avons déjà prises. Abbott a également déclaré, avec ce décret, nous garantissons que toutes les entreprises et les familles du Texas sont libres de déterminer leur propre destin. Le gouverneur du Mississippi annonce également une réouverture presque complète. Il déclare que les mesures de fermeture ne devraient être que temporaires. Une limite de 50% de la capacité intérieure et certaines restrictions pour les écoles resteront en place. La candidate de Biden pour diriger le bureau de la gestion et du budget a retiré sa candidature. C'est la première défaite de l'administration dans le recrutement d'un poste au sein du cabinet. Toute la vérité et rien que la vérité. Avant d'abandonner le processus de nomination, Neera Tanden avait injurié les législateurs mêmes qui allaient décider de son sort en tant que candidate de Biden pour diriger ce bureau clé de la Maison-Blanche. Elle avait qualifié le sénateur Tom Cotton de fraude et déclaré que le sénateur McConnell était redevable à la Russie.
Ces dernières années, mon rôle a consisté en partie à défendre avec passion. Je sais qu'il y a eu des inquiétudes concernant mon vocabulaire dans les réseaux sociaux, et je regrette ces termes et j'en assume la responsabilité. Sa nomination à la tête du bureau de la gestion du budget a commencé à s'effondrer lorsque le sénateur démocrate Joe Manchin a déclaré qu'il s'opposerait à elle. Il dit que c'est parce qu'elle a fait des déclarations partisanes aux législateurs des deux côtés. Tanden a fait une autre déclaration qui est revenue la hanter. Il y a des années, Obama a forcé les assurances à fournir des contraceptifs sans frais pour les patients. Tanden a qualifié d'extrême les opposants religieux à ce mandat. Mais sa déclaration n'a pas été bien accueillie par le sénateur républicain de l'Oklahoma, James Lankford, qui a déclaré « celle-là a franchi une autre ligne, semble-t-il ». Tanden a supprimé plus d'un millier de postes depuis l'élection de novembre. Elle a écrit une lettre à Biden pour lui dire qu'elle n'a aucune chance d'être nominée et qu'elle ne veut pas que cela soit une distraction pour lui. Biden a dit qu'il respecte son choix et qu'il veut qu'elle fasse partie de son administration d'une manière ou d'une autre. C'est le délai le plus long qu'il ait fallu à un président dans l'histoire moderne pour constituer son cabinet. Un lanceur d'alerte montre des images de viande pas assez cuite et de fragments de métal dans les repas servis aux troupes de la garde nationale basées à Washington. Le lanceur d'alerte de la garde nationale du Michigan affirme que des gardes sont tombés malades. La garde nationale du Michigan a fait une annonce disant être très inquiète. Elle déclare les témoignages et les photos de la nourriture pas assez cuite qui est servie montrent clairement que ce qui est donné aux membres des services du Michigan est inacceptable. Certains politiciens ont exprimé leur indignation. La sénatrice du Michigan, Debbie Stabenow, tweet que la situation est inacceptable, qu'il n'y a pas d'excuses et qu'elle veut une solution immédiate. Le sénateur du Michigan, Gary Peters, tweet que la situation est scandaleuse. Il écrit au gouverneur du Michigan et au chef de la garde nationale. Après plusieurs tentatives pour rectifier la situation, je pense que la seule ligne de conduite appropriée est l'annulation immédiate du contrat avec le prestataire existant, le versement d'une indemnité journalière pour la durée restante de la mission. Le lieutenant-colonel Robert Carver a écrit à The Epoch Times. Il constate que plus d'1 million de repas ont été servis depuis l'arrivée des troupes à Washington. Il affirme qu'aucun cas de maladie n'a été signalé pour les troupes à la suite de ces repas. Il affirme que les inspections des fournisseurs, des repas et des infrastructures sont complètes et un très faible pourcentage de repas a fait état de problèmes. La garde nationale du Michigan indique que le déploiement prend fin le 12 mars. Les troupes prévoient de rentrer chez elles après cette date. La garde nationale aidera également la police du Capitole à renforcer la sécurité pendant plusieurs jours aux alentours du 4 mars. Le 4 mars est une date historique pour l'inauguration présidentielle. La police du Capitole renforce ses mesures à l'avance en cas de protestation. Un juge de paix du Texas et 4 autres font face à des accusations après leur arrestation le mois dernier. Au total, ils sont accusés de 150 chefs d'accusation de fraude électorale pour une élection en 2018. L'unité de lutte contre la fraude électorale du procureur général du Texas a arrêté le mois dernier le juge de paix du comté de Medina, Thomas Ramirez, pour fraude électorale. C'est ce que révèle une télévision locale. Cette arrestation intervient après que 3 autres personnes aient été arrêtées pour des motifs similaires. Selon une déclaration du bureau du procureur général, l'affaire porte sur des suspicions de fraude électorale dans des centres d'aide à la vie autonome. La télévision locale rapporte que Ramirez est accusé de fraude électorale organisée, d'assistance au vote par correspondance, de possession illégale de bulletins ou d'enveloppes de vote. La télévision locale affirme qu'il a été démis de ses fonctions suite à son arrestation. Depuis le 1er février, la chaîne NTD TV vous propose chaque jour 1 heure de programme en français, accessible gratuitement sur les canaux suivants: Orange Canal 548, Free 799, SFR 921 et Bouygues 802. La première diffusion est programmée à 20h avec une rediffusion le lendemain à 13h. Vous pouvez aussi retrouver toutes nos vidéos en vous rendant directement sur notre site internet ntdtv.fr.